Avant, j'étais célèbre. Célèbre et con. Mais ça, c'était avant. Parce que maintenant, je suis juste con. Heureusement, comme je me planque, c'est plus difficile de me démasquer, car à quoi reconnaît-on un con? Sinon au fait qu'il est péremptoire façon énarque, et prêt à tout pour que l'on parle de lui, comme un mec du showbiz. Pour couronner le tout, je commence à flipper. Non pas en raison de ma connerie, ça en finit par s'y faire. C'est plutôt que depuis le poste de pilotage qui me sert de cervelle, je vois le temps défiler à toute blinde. Peu à peu, la panique s'installe dans le cockpit et je me mets à branler sérieusement du manche. C'est sûr, l'heure du grand plongeon se rapproche dangereusement. Trop d'heures de vol, voyez-vous. La nuit, quand je n'arrive pas à trouver le sommeil, j'entends déjà les rivets de la Carlin qui lâchent un. En attendant le crash final, je vous dois la vérité. Pas parce que je vous aime bien, mais parce que ça soulage de se confesser. Si l'on ne parle plus de moi, c'est que je l'ai bien cherché. Un matin, comme j'émergeais péniblement d'un sommeil plombé par la cuite monumentale que j'avais pris la veille au soir avec mes potes au Luxe Bar, tout en bas de la rue de Pic, je vis l'empaillé assis sur sa desserte, qui me regardait imperturbable et méprisant comme un lord anglais. L'animal ne supporte pas quand je me bourre la gueule. Un post-it était collé sur son petit nez rose. Et alors, tout m'est revenu d'un seul coup. J'avais, à l'heure du déjeuner, un rendez-vous super important. Après ça, tout s'est enclenché très vite. Il m'attendait sur le trottoir, rue Gaillon, devant le célèbre restaurant. Ça m'a collé illico une putain d'angoisse et je me suis mis à leur parler de Beckett, qui, totalement désemparé, n'avait pas voulu aller chercher son prix Nobel de littérature. Au bout d'un moment, ils ont fini par comprendre que leur tronche de rat musqué me sortait par les yeux, et ils se sont carapatés, non sans râler. De la fumée sortait des oreilles de mon éditeur, furibard d'avoir misé sur un type qui ne voulait pas jouer le jeu. Quant à l'attachée de presse, elle refusa de me parler et me tourna le dos. Pas comme quand on était au lit tous les deux et qu'elle n'hésitait pas à s'allonger sur le ventre pour varier les positions. « Si tu es un homme, tu dois m'aimer recto verso », disait-elle avec autorité. Je ne sais pas résister quand une femme me donne un ordre comme celui-là. L'époque où, après un dîner à la closerie des Lilas, elle m'avait comparé à Hemingway pour flatter ma libido, façon charmeur de serpent, jouant de la flûte pour faire se dresser la bestiole dans son panier, était bel et bien révolue. Après ça, je me suis barricadé chez moi, au 98 de la rue Le Pic. C'est là que Céline a écrit Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit, avant de déménager juste à côté, rue Girardon. Je n'ai pas choisi cet endroit exprès, à moins que ce n'ait été inconscient, comme le prétend mon pote Enola, le psy qu'on entend partout à la radio. Il me parla de surmoi. Il précisa même, dans la langue de son maître viennois, le grand Manitou de la secte des emplumés, qu'un auteur américain de polar qualifia d'excellent romancier, le surmoi, ça serait quelque chose d'incontrôlable et de très puissant, qui vous ferait faire des choses sans vous demander votre avis. Environ un mois plus tard, un jeune gars de Mediapart décida de camper sur le trottoir devant ma porte, et de ne lever le camp que lorsqu'il aurait réussi à m'interviewer. Personne ne comprenait qu'un type qui avait remporté le plus important des prix littéraires du pays et largué les amarres et refusait de monter sur la scène médiatique pour lever la jambe en cadence, avec tous les oiseaux qui exhibent habituellement leurs dessous, pas toujours très propres, aux téléspectateurs complaisants. Ces animaux-là, je les connais, j'ai été journaliste moi aussi. C'est comme le morpion. Avec ses 6 énormes pinces plantées dans la peau, le morbac ne vous lâche jamais. Le patron du petit gars, un trotskar connu sur toute la place de Paris, avait dû l'envoyer à la boucherie, tout en se planquant courageusement derrière son ineffable moustache, appliquant à la lettre la célèbre tactique des généraux de Verdun, armons-nous et partez. Le journaleux était un jeune mec plutôt sympathique, qui débutait dans le métier. À l'époque, il me restait encore quelques sentiments totalement surannés, tels que la pitié, qui surnageait à la surface de ma conscience, comme des nappes de mazout sur la mer après le dégazage d'un pétrolier. Et je finis par lui dire de monter. Je lui tendis un verre de Jameson, un whisky irlandais, distillé 3 fois, que j'aime bien. « Allez-y, posez-la votre question », je lui dis pour le mettre à l'aise. Le type, manifestement impressionné, ne savait pas par quoi commencer. Finalement, après avoir réfléchi, il me demanda si cette façon que j'avais de vouloir prendre du recul sur la vie était une forme de sagesse orientale. Moi, de sagesse, j'en ai jamais eu. Et orientale encore moins. Ni les jésuites, quand j'étais tout gamin à Franklin, ni plus tard les masseuses des bordels de Bangkok, n'étaient arrivés à m'expliquer en quoi ça consistait exactement. Alors, je décidai de lâcher une phrase qui faisait un télo, et qu'il pourrait couler en caractère gras dans son interview. La sagesse, c'est juste le linceul dans lequel on enroule les cadavres avant de les balancer dans le trou. Le mec en resta tout scotché sur sa chaise. Pourtant, on avait dû le prévenir.
Le Gus que tu vas voir, c'est pas un facile. Fais gaffe à ne pas nous merder ce coup-là, Coco, parce qu'il ne te donnera pas 2 fois la chance. Ne sachant plus quoi dire, il tira alors sa dernière cartouche. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, amigo. Je vais attendre l'avenir, je répondis. Pompant sans vergogne une phrase de Clarice Lispector, grand écrivain brésilien dont il n'avait à coup sûr jamais entendu parler.